Hello tout le monde. Je veux m'étouffer. Ils vont dire cause de la mort, elle a dit hello tout le monde. Ça c'est ça. Alors les morts les plus stupides de l'histoire, franchement je crois que je peux rentrer dedans. Bref. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler du monde du travail. Moi j'ai fini mes études en août 2020 et donc j'ai commencé à travailler tout de suite en septembre. Donc je voulais vous parler de mon expérience, de ma petite expérience, de ce que j'ai pu voir, de ce que mes amis ont expérimenté. J'ai recueilli quelques témoignages en fait pour faire cette vidéo et j'invente rien. Dans certaines familles, moi je sais que j'ai déjà entendu ça, ceux à qui j'ai parlé ont déjà entendu ça aussi. Quand on est petit, on nous rabâche que voilà, l'école c'est la clé de la réussite et tout. Si tu vas pas à l'école, tu vas finir soit à la rue, soit dame de ménage, soit caissière. Attention, on sait pas, je suis pas en train de critiquer ces métiers. Ce sont des métiers très honorables que je respecte énormément. Et vu que parfois la réussite a été associée à tort au fait de travailler dans un bureau, les enfants, bah, quand on leur dit ça, ils se disent oh non, j'ai pas envie de travailler au McDo, j'ai pas envie de finir caissière, quelque chose comme ça, tu vois. Donc ils se mettent à travailler. Je travaillais dur, je travaillais même très dur. Pour vous dire, mes cahiers de maths, genre on était au premier trimestre, moi j'avais déjà fini tout le programme en entier, genre j'avais fait tous les exercices, mais je travaillais trop dur. Par expérience que j'ai vu avec mes cousines, mes amis et moi-même, nos parents, limite, si on pouvait faire un doctorat, ils seraient contents. Si tu veux faire de longues études, que quand ton CV, on le déplie, commence à Paris, finit à Nice, ils sont contents. Ils sont contents. Si jamais tu veux dire, voilà, moi je veux pas les études, ça m'intéresse pas, je veux devenir chanteur, ou je veux devenir danseur, ou je veux devenir peintre, ou même styliste ou photographe, mais tout de suite, ils te regardent, mais c'est quoi ces métiers? C'est pas des métiers, c'est des hobbies, tu vois. J'ai deux amis d'ailleurs, un qui est photographe et un qui est danseur maintenant. Et eux au collège, genre quand ils ont dit que c'est ce qu'ils voulaient faire, genre devenir photographe et danseur, tout le monde était genre mais vous allez faire comment après et tout. Genre tout le monde avait peur pour eux en fait. Parce qu'on est conditionné à faire un bac, une licence, un master et peut-être un doctorat, tu vois, ou BTS pour certains. Quand les parents, tu leur dis ça, pour eux, c'est tout de suite alerte rouge, mais tu vas jamais trouver de travail, qui va t'embaucher, il n'y a pas de débouché, c'est compliqué, c'est mieux, tu as ton bac, tu vas en licence, tu fais un master, et c'est sûr que tu seras salarié, tu auras une sécurité de l'emploi. Du coup, la plupart des enfants, ils grandissent avec cette idée-là que faut qu'ils travaillent dur à l'école, parce que après le bac et tout, ils doivent aller en licence, ils doivent faire un master, peut-être un doctorat, parce que voilà, plus tu as des diplômes, plus tu es à l'aise dans la vie, etc. Et même à l'école, je trouve qu'on est conditionné à ça, parce que à l'école, on ne nous apprend pas un métier. Genre, c'est vraiment de la culture générale qu'on nous donne. On nous présente pas les métiers tels quels, tu vois. Donc, les étudiants, ils sortent après le bac, ils sont genre, ok, du coup, je fais quoi? Et franchement, la plupart de ceux qui savent pas ce qu'ils veulent faire, ils s'orientent vers des filières basiques. Donc finance, droit ou médecine, pour ceux qui ont la foi de passer un concours. Et il y en a d'autres aussi, après le bac, quand ils savent pas ce qu'ils veulent faire, ils s'inscrivent dans la filière qui leur permettra d'exercer le même métier que leurs parents. Si ton papa il est comptable, t'essaies de voir quelles études il faut faire, genre c'est un BTS comptable, des trucs comme ça. Parce qu'au moins t'as une référence, tu vois. Ce qui fait qu'à la fac, dans ces filières-là, mais le monde qu'il y a. Parce que j'ai fait éco-gestion, en première année de licence, on était genre 250. On était facile 250. Et en deuxième année, on n'était même pas 100. Parce qu'en fait, plus de la moitié a abandonné au premier semestre parce qu'ils se disaient ça les ennuyait, c'est pas ce qu'ils voulaient faire et tout. Donc il y en a qui sont partis, qui ont pris une année sabbatique. Il y en a qui sont partis travailler directement pour avoir un peu d'argent pour faire quelque chose d'autre après. Il y en a qui ont continué jusqu'en deuxième année avant de se rendre compte que c'est pas ce qu'ils voulaient, etc. Bref, il y a eu plusieurs cas. Et d'ailleurs, j'en connais, j'ai des potes qui ont fait 4 premières années de licence avant de savoir ce qui les intéresse le plus. C'était dur pour moi parce que je savais ce que je voulais faire plus tard, tu vois. Donc j'avais des cours. Je me dis mais pourquoi je fais ce cours? En fait, il me sert à rien.
il me sert grave à rien. Et c'est des cours que je détestais, mais ça c'était plus en master. Parce que je me dis, mais je fais quoi là? Je fais quoi là? Au second semestre de mon master, on avait 10 matières, je crois. Et sur les 10 matières, il n'y en avait que 2 qui m'intéressaient. 2. Le reste là, en fait, le reste pour moi c'était de la culture générale. Une torture parce que je détestais d'ailleurs ces matières-là, j'allais même pas en cours en fait. J'allais en cours mais j'écoutais pas, j'étais en dépression quand j'étais en cours, vraiment. Quand j'écoutais le prof parler de la matière, je suis genre mais qu'est-ce que je fais là? Au partiel, j'ai même pas révisé pour ces partiels-là. Les 2 matières, il y en a eu une, j'ai eu 7 et l'autre j'ai eu 3. Aux 2 matières, j'ai eu 10. Mais en vrai, c'est des matières qui m'intéressaient pas du tout parce que pour moi déjà, ça allait même pas me servir, ça me plaisait pas, j'aimais pas, c'est dommage. En fait, tu peux pas choisir tes cours, en fait, t'as des cours imposés. C'est bien quand tu sais pas ce que tu veux faire, mais quand tu sais ce que tu veux faire après et tu te tortures avec des cours, le pire c'est que si pour ceux qui n'y arrivent pas, tout simplement, t'arrives pas, tu te sens nul en fait. Pourtant, c'est pas que t'es nul, hein. C'est juste que c'est pas quelque chose qui te correspond, c'est tout. Bon, après, il y a la période des stages. Trouver un stage. Oh là 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 là. Trouver un stage. Mais ça, c'est vraiment... Je sais pas comment vous dire. Maintenant que je suis dans le monde du travail, trouver du travail, c'est facile. Peut-être que c'est parce que j'ai de l'expérience dans la recherche de stage, mais trouver du travail aujourd'hui, enfin dans ma recherche et tout, passer les entretiens, ça va. Ça, c'est pas quelque chose de difficile, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Mais je pense que c'est parce que j'ai eu les stages pour m'entraîner. Quand tu sais pas ce que tu veux faire, trouver un stage, c'est horrible. C'est horrible, c'est juste horrible. Tu postules, sauf que tu peux pas arriver devant le recruteur et lui dire en fait je sais pas ce que je veux faire, je veux juste tester, tu vois. Il y a des recruteurs à qui tu peux dire ça si jamais c'est un stage de découverte, ce genre de truc et tout. Moi je pense que c'est une période qui m'a beaucoup aidée à savoir ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas, tu vois. Donc pendant les stages, faut pas avoir peur de faire un stage même qui n'a rien à voir, du moins si l'université valide, ça aussi c'est un truc. À faire quelque chose de différent pour tester. Faites le maximum de stages que vous pouvez. Comme ça va vous permettre de savoir si ce métier-là, est-ce que vous voulez le faire, est-ce que vous voulez pas le faire. Donc, malgré toutes ces galères, tu viens faire 3 ans de licence, plus 2 ans de master, donc 5 ans d'études au total, bon plus en fonction de si tu t'as redoublé ou pas, ou si t'as changé de filière ou pas, on sait pas. Et puis vient la période des diplômes. Ah là, les diplômes, t'es content, mais vraiment t'es tellement content. C'est bon, je suis diplômée. Je suis diplômée, c'est fini, je vais plus me lever pour aller faire des cours que je n'aime pas. T'as choisi ton travail, donc normalement tu dois faire ce pourquoi tu as fait des études. Quand tu es diplômé, tu es bien content. En plus, tu auras ton indépendance financière, tu auras ton propre appartement pour certains. Bon, il y en a qui restent toujours chez leurs parents pour économiser. Ça, franchement, vous qui faites ça là, vous avez tout compris. Tu dois chercher du travail. C'est là où tu te dis OMG. Donc si je vous ai fait une petite introduction où je vous racontais que nos parents ils veulent qu'on fasse de longues études, tout ça là, c'est pour que vous compreniez cette partie là de ce que en tout cas moi j'ai expérimenté. Donc première chose qu'il faut savoir, c'est que plus tu as des diplômes, plus tu dois être rémunéré, parce qu'en fait normalement plus tu as des diplômes, plus tu as des connaissances, et donc plus tu peux exercer des postes à haute responsabilité. Sauf que aujourd'hui, les entreprises sont plus dans une logique de réduction des coûts, de main-d'œuvre opérationnelle et pas chère. Ils vont pas forcément te demander beaucoup de diplômes, ils vont te demander ce que tu sais faire. Les diplômes, c'est un plus, mais qu'est-ce que tu sais faire? Même les entretiens, c'est très opérationnel. 80% des entreprises à laquelle j'ai postulé, c'était ça. Pour un master, en Île-de-France, hein. J'ai demandé à des amis qui travaillent aussi en Île-de-France, qui ont un master aussi comme moi, pour voir à peu près la fourchette de salaire qu'ils demandent, et nos salaires tournent aux alentours de 32 000 et 35 000, donc c'est vraiment dans cette fourchette là. Je me mets clairement dans cette fourchette là parce que en plus des études, pendant même les vacances scolaires, moi je taffais, hein, je taffais dans le domaine dans lequel je travaille actuellement, donc tout ça c'est de l'expérience. Donc je considère que voilà, quand je me présente à une entreprise, je n'ai pas juste un diplôme, j'ai aussi de l'expérience. Même les stages, tout ça, ça compte, hein. Les stages, tout ça, c'est de l'expérience, hein, attention. Et du coup, dans ta recherche d'emploi, soit tu es accepté, soit tu es refusé. Et là, les motifs de refus, je vous promets, je peux faire rentrer ça dans le livre des
des pires conneries en fait que tu puisses sortir à quelqu'un en fait, vraiment. Il y a des offres d'emploi pour lesquelles j'ai été refusée parce que l'employeur me trouvait surqualifiée. Ils se disent que c'est un métier que même quelqu'un qui vient de sortir du bac peut exercer. Donc ils vont pas me mettre sur le poste, ça va me faire perdre mon temps, ça va leur faire perdre leur temps et dans 6 mois je vais m'ennuyer, je vais partir tu vois, et dans 6 mois ils vont être là en train de refaire un recrutement. Donc quand les recruteurs ils te trouvent surqualifié, en général c'est ça. Par contre, quand je postulais à des offres qui correspondaient à mes compétences, ça c'était vraiment en août là, quand je cherchais mon premier travail et tout là. Quand je postulais à des offres qui correspondaient à mes compétences, mais franchement c'est leur phrase ça. Refus car pas assez d'expérience. Vous allez vous en prendre plein. Des refus parce que vous n'avez pas assez d'expérience. Vous allez vous en prendre plein. Et ça m'énervait, mais ça me sortait par le... Je vous promets, quand je voyais ce genre de mail, j'avais la fumée là comme dans les dessins animés qui sortaient de mes oreilles. Parce que je me dis, vous voulez pas me prendre parce que je n'ai pas assez d'expérience. Mais si je commence pas quelque part, où est-ce que je commence, où est-ce que je fais mon expérience en fait? J'ai fait un stage dans ça, genre j'ai baigné dans ça. Tu me dis que j'ai pas assez d'expérience. Et je vous promets, parfois c'est des trucs que vous allez voir hein, dans le monde du travail. Il ne faut pas se décourager, c'est pas toi le problème, c'est vraiment pas toi le problème, c'est comme ça, tout le monde passe par là. Les premiers refus, je vous promets, ça fait mal. Ça fait mal les premiers refus parce que ça reste quand même un refus, tu vois. Parce que tu te dis, mais regarde mes compétences, regarde mon CV, il fait la taille de la France. Comment tu peux me refuser parce que j'ai pas assez d'expérience? Et donc moi franchement c'est là que mes rêves là ont commencé à être un peu brisés en mode mais moi on m'a dit que quand t'as un master tu as la sécurité de l'emploi, donc comment ça on peut pas m'embaucher parce que on peut pas me payer, ou comment ça on peut pas m'embaucher parce que je suis surqualifiée, ou comment ça on peut pas m'embaucher parce que j'ai pas assez d'expérience, genre c'est quoi ça? Mais si je savais, après mon bac j'allais directement aller commencer à travailler. Comme ça, j'allais avoir l'expérience, peut-être pas les diplômes, mais au moins l'expérience. Je vous promets, en août, j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. J'étais dégoûtée d'avoir fait 5 ans d'études pour venir me prendre des baffes comme ça dans la face, quoi. À l'entretien, l'entreprise, comme toi, vous pouvez mytho, hein. T'as ceux qui mentent, t'as ceux qui cachent la vérité et t'as ceux qui te balancent toute la vérité crue et voilà. Faut toujours être vous-même dans un entretien. Dites vraiment ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, en fait. Vous allez voir tout de suite que le poste ne vous correspond pas parce que c'est dans votre intérêt. Ça, c'était mon premier travail en septembre. Et je sais pas si vous avez vu ma vidéo, mon vlog. C'est là qu'il y avait Sorna dedans. Sorna, c'est une fille que j'ai rencontrée du coup à mon premier travail. On s'est taillé comme ça, comme des fugitives. Parce qu'en fait, à ce travail-là, mais franchement, faut que je vous raconte, il faut que je fasse une story time sur ce travail-là. Sans bien sûr citer le nom, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais je vous jure, c'est un sketch. À l'embauche, ils vous vendent du rêve. Ils vous disent, mais moi je leur demandais, je dis, mais attendez, vous êtes sûr que machin truc? Et en plus, ils m'avaient proposé 24 000. Et moi, bien évidemment, à l'époque, je savais pas que 24 000, surtout en Île-de-France, c'est rien. C'est absolument rien. C'est quand j'ai pris mon premier appartement que je me suis dit, ah oui, 24 000, ça va pas le faire en fait. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. Hein. Ils vous promettent des missions. Ils vous promettent des bêtes de mission, ils vous promettent des bêtes d'évolution. Hey, ils m'avaient vendu du rêve. C'est l'une des raisons même pour lesquelles j'ai accepté 24 000. Parce que je me suis dit, dans un an, je pourrais évoluer et mon salaire aussi. Quand je suis arrivée, que nenni les gars, que nenni. Il faudrait que je vous raconte tout ça en détail après. En un mois, j'avais pris toutes les informations. Quand on me promet quelque chose, quand j'arrive, je me renseigne, tu vois. Bon, il y en a qui restent. Et il y en a comme moi qui se taillent. Moi, il m'a fallu 1 mois. Et après 1 mois, j'ai dit, ah oui, d'accord, ok. Donc, tout ce qu'on m'a dit là, c'était pas ça. Donc, j'ai pris mes clics et mes claques. Je me suis cassée. J'ai trouvé un autre travail en 2 semaines. Je suis partie. Il y en a qui ont peur de partir parce qu'ils se disent qu'ils vont pas avoir autre chose. Il y en a aussi qui veulent pas partir parce qu'ils se disent qu'ils ont un autre avantage. L'avantage de l'un peut être l'inconvénient de l'autre. Donc, c'est vraiment l'appréciation de chacun. Mais si je parle de cet aspect-là,
c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en bore-out ou en burn-out. Donc le bore-out, c'est vraiment l'ennui de chez l'ennui du travail. Genre, il y en a même qui sortent, qui sont dégoûtés du monde du travail, qui n'ont même plus envie de retourner travailler dans ces postes-là. Et après, les burn-out, bon, ça, vous connaissez, hein, un burn-out, t'as pété un câble, genre, t'en peux plus. Imaginez, vous avez un bore-out ou un burn-out, et en plus de ça, l'environnement de travail, il est pété. Je suis la collègue solitaire. Je parle à tout le monde. Vraiment, je parle à tout le monde. Je discute avec tout le monde. Je peux même aller manger avec mes collègues le midi, tout ça. Mais mes collègues, ça reste du 9h-17h. Mais c'est du 9h-17h ne veut pas dire que tu arrives visage serré au travail. Non, c'est vraiment, on discute, on rigole ensemble, si à rigoler ensemble. Mais faites attention. Il y a certains de mes collègues que j'ai rencontrés et tout, bah, vu qu'on avait un même délire, et donc aujourd'hui c'est devenu mes potes. Je vais vous dire, moi je suis tombée sur des collègues adorables, des collègues mais vraiment en or, genre on rigolait ensemble, mais c'est pas mes potes, tu vois, mais on avait un bon délire, on allait manger ensemble. Le midi, des trucs comme ça, tu vois. En vrai, la plupart des entreprises où je travaille, mes collègues, ils ont minimum 20 ans de plus que moi. À part ma dernière agence où il y avait des gens qui avaient 35, tout ça. Et donc, moi, je vais vous parler des collègues bizarres que j'ai eu en stage, en CDD, en job étudiant, et des collègues que j'ai eu aussi depuis septembre jusqu'à aujourd'hui. Moi, je garde la relation de travail et ça s'est jamais mal passé entre moi et un de mes collègues, vraiment jamais. J'ai vu comment les collègues traitaient d'autres collègues ou même les managers traitaient certains de mes collègues en live comme ça. Quand je voyais tout ça, je me dis, la manière dont elle est traitée par le manager là, genre il y a rien qui fait que le manager demain il va pas me traiter comme ça en fait. Aujourd'hui, tu vois ton manager comment il maltraite un de tes collègues, toi tu viens d'arriver et ton manager il te dit rien, tout va bien. Il n'y a aucune raison que demain, ce soit pas toi en fait qui soit au bûcher. Donc franchement, ne pensez pas que c'est parce que le manager rigole bien avec vous que c'est votre camarade en fait. Heureusement, moi dans mon cas, je n'ai jamais eu tous les managers. Tous les managers que j'ai eu, ils étaient des crèmes avec moi, pas forcément avec certains de mes collègues, mais en face, il vous sauce jusqu'à, vous-même vous graissez, vous êtes gras comme ça, tellement vous en saucez, ils vous mettent du beurre. Et puis derrière, quand ils doivent faire des comptes rendus et tout, à leur N+1, ils leur disent non, cette personne-là, elle est nulle, j'ai pas besoin d'elle et tout. Et toi, un jour, comme ça, on vient te dire, prends tes bagages et pars. J'ai déjà vu ça. Observez beaucoup, regardez comment on traite vos collègues, regardez comment on traite les plus anciens, regardez comment on traite ceux qui sont proches de la retraite, regardez comment on traite ceux qui viennent d'arriver. Et dites-vous que vous n'êtes pas à l'abri de ça aussi. Vraiment pas. C'est pas parce que on vous met sur un piédestal parce que vous venez d'arriver ou parce que je sais pas, vous connaissez, vous savez faire des tableaux dynamiques croisés en plus et vos collègues ne savent pas faire, que vous êtes là pour toujours en fait. Donc ça concerne les managers. Maintenant les collègues. Moi j'entendais l'hypocrisie là. Mais dans certaines entreprises où je suis passée, j'ai vu l'hypocrisie. Genre l'hypocrisie, limite je crois qu'elle a été conçue même dans ces environnements là. Je vais vous donner un exemple. C'était mon premier travail étudiant que j'ai fait dans le domaine où je voulais exercer. Et le premier jour, mes collègues, franchement, ils étaient trop... Mais c'était une ambiance de ouf. Quand je suis arrivée, ils s'entendaient tous bien. Et moi, c'était en mode, j'ai trop envie de travailler ici, là. Pierre, Paul, Jacques, il s'entend bien avec Stéphanie. Et il s'entend bien aussi avec Amandine. Les trois, hein, dans l'entreprise, là, ils traînent ensemble. Et le midi, Pierre, Paul, Jacques et Stéphanie, ils veulent qu'on aille manger ensemble. Et Amandine, elle dit, elle peut pas, tu vois. Donc, Pierre, Paul, Jacques et Stéphanie me proposent de venir manger avec eux. Donc, pourquoi je l'appelle Pierre, Paul, Jacques? J'aurais trouvé un truc plus simple. Bref. Et du coup, moi, je vais, parce que je suis trop contente et tout, c'est une bonne ambiance, donc je sais que, voilà, c'est des gens avec qui je vais bien m'entendre et tout, sauf que moi, je suis comme ça. I don't speak
until spoken to. Genre, je vais pas tout de suite ouvrir ma bouche, tu vois. Quand je viens d'arriver, j'ouvre pas ma bouche tout de suite. Et ça, c'est un conseil que je vous donne parce que ça va vous éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et le truc, c'est que moi, je les laisse parler. Quand on me pose des questions, je réponds. Et après, mais en vrai, ils n'ont aucun scrupule. Et ils commencent, Pierre-Paul Jacques là, et Stéphanie, ils commencent à critiquer Amandine. Genre, oh, tu trouves pas que Amandine, elle est un peu prétentieuse. Elle a des airs, franchement, elle se prend trop pour je sais pas qui. Et Stéphanie, oui, bien sûr. Mais franchement, moi, je la supporte plus. Moi, ceci, moi, cela. Et moi, je suis genre, ah. Vous étiez pas en train de rigoler là tout à l'heure. Moi, je trouvais ça bizarre parce que c'est ça aussi, moi, mon problème, c'est ça. C'est que je suis rentrée dans le monde du travail, j'étais trop innocente, tu vois. Pour moi, c'était si quelqu'un te sourit, c'est que vraiment il te sourit. Moi, je suis arrivée en mode bisounours. Je vous jure, je suis arrivée en mode bisounours. Et là, quand je suis arrivée dans le monde du travail, j'ai compris que l'école t'apprend une leçon pour te tester, mais la vie elle te teste pour t'apprendre une leçon. Pierre-Paul Jacques là et Stéphanie, ils vont parler sur Amandine jusqu'à... Et puis, ils vont se lever, vont partir. Mais le lendemain, j'ai mangé avec Pierre-Paul Jacques et Amandine. Je vous jure qu'ils ont dit exactement la même chose de Stéphanie. Pierre-Paul Jacques, il a dit non, Stéphanie, franchement, je la supporte plus. Stéphanie ceci, Stéphanie cela, Stéphanie... Il n'a même pas de scrupules pour dire que Marie, elle est nouvelle, elle vient d'arriver, elle sait rien et tout. Je vais me comporter bien. Non, aucun scrupule, hein. Et vient le jour où je mangeais avec Amandine, Stéphanie et d'autres personnes sans Pierre-Paul Jacques. Et là, tout le monde commence à parler sur Pierre-Paul Jacques. Ouais, il est toujours là à critiquer les gens. Ouais, il est toujours là à dire les choses. Ouais, et même Amandine et Stéphanie, c'est elle-même qui disait, oui, moi je suis d'accord. Il est toujours là à critiquer les gens. Et moi, je les regarde comme ça. Donc toi, tu critiques pas elle avec. Mais je fermais ma bouche. Parce que c'est pas mon problème, c'est pas mon dos. J'ai appris que quand tu arrives dans le monde du travail, faut te méfier. Tu restes professionnel, tu parles, tu rigoles et tout, mais ne prends jamais, jamais parti. Venir dans un travail et puis m'asseoir avec un collègue pour critiquer un autre collègue, je peux jamais faire ça, pardon. Je peux jamais. Mais par contre, quand je suis avec mes amis là, sachez que bien je les critique, je dis, mais tu sais pas ce que Pierre-Paul Jacques a fait aujourd'hui. Sachez que mes meilleurs amis savent tout sur vous parce que oui, de la même manière vous vous critiquez entre vous là, moi aussi je vais vous critiquer chez eux là-bas. Le dernier arrivé, c'est lui qui prend les pots cassés. Ce n'est pas parce que Pierre passe son temps à critiquer Paul que toi aussi tu vas t'asseoir avec Pierre pour critiquer Paul. Parce que tu sais pas, quand Pierre et Paul ils sont ensemble avec quelqu'un d'autre là, tu sais pas ce qu'ils disent de toi. Chaque fois qu'on me demandait mon avis sur les trucs comme ça, je disais bah écoute, moi je viens d'arriver, je sais pas trop, je la connais pas trop. Je vous promets, ça c'est la phrase de sortie qui est là. Une fois il y a quelqu'un qui m'a dit mais non mais tu as peut-être une première idée. Je dis bah écoutez, moi je l'ai trouvé gentil à premier abord, mais après je sais pas ce qu'elle pense intérieurement. Des collègues qui vont toujours casser du sucre sur le dos de ceux qui sont pas là. Vraiment, dans pas mal d'entreprises, j'ai rencontré ça. Ça se passe généralement au moment du déjeuner. Moi, ce que j'ai fait, à force du temps et tout, j'ai commencé à arrêter de manger avec mes collègues. Genre le midi, on me demande, je dis non, j'ai ramené un truc à manger ou je mange avec quelqu'un ou voilà, j'esquive, tu vois, je vais manger seule. Comme ça, au moins, je sais que je mets mon petit film ou j'écoute ma petite musique, mais au moins, je sais que j'aurai pas de, voilà. Parce que demain, ils vont venir dire non, c'est Marie qui a dit. Marie n'a rien dit. Je ne vais pas chercher les problèmes là où il n'y en a pas. J'observe, ça me convient, je reste, ça me convient pas, je me taille. Du coup, bah maintenant avec le télétravail, je suis plus obligée de manger avec quelqu'un. Je mange avec Ryuk. Il m'a même pas calculé même quand j'ai fait la blague. Je supporte pas un collègue, je vais pas faire ami avec lui. J'essaie de limiter les discussions que j'ai avec cette personne. Je vais jamais créer de conversation s'il n'y a pas lieu d'être avec cette personne-là. Je suis comme ça en fait. Ah, et il y a ces collègues là aussi qui sont très amis avec vous parce que vous n'aimez pas la même personne. Ça m'est déjà arrivé, genre ça se voyait sur moi, franchement ça se voyait tellement sur mon visage que j'aimais pas une personne. Qu'il y a un de mes collègues qui m'a dit mais toi ça se voit que tu l'aimes pas. Et elle m'a dit moi non plus je l'aime pas. Je dis mais franchement c'était juste ça hein, genre je dis bah écoute c'est pas que je l'aime pas, c'est juste que nos personnalités ne colleraient pas, voilà. Donc c'est ça que je lui ai sorti, je lui ai dit voilà c'est notre relation de travail est bien hein, notre relation de travail est bien et que ça reste comme ça et tout. S'il y a pas à lui demander quelque chose je lui demande pas, mais
Mais voilà, je suis pas allée lui dire ouais je l'aime pas parce que je l'aime pas parce que je l'aime pas. Non 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 non. Non, 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 ne vous vendez pas comme ça. C'est pas parce que j'ai peur d'être envoyée ou voilà. Mais c'est juste que j'ai un objectif. Quand je rentre dans une entreprise, je rentre avec un objectif, tu vois. Et je ne regarde que mon objectif. Tout ce qui est à côté, c'est annexe. Regardez, hein, si avec un collègue, vous passez votre vie à critiquer. Regardez, est-ce que en dehors de critiquer ce collègue-là, vous avez d'autres conversations? Sinon, arrêtez cette relation toxique-là. Bon, après, si ça vous convient, ça vous convient, hein, mais franchement, le jour, ça va péter, ça va péter. Ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez, vous allez fuir. Il y a les doyens que vous devez fuir. Vraiment fuir. Cette catégorie de doyens d'entreprise-là, fuyez-les comme la peste. En tout cas, si l'entreprise dans laquelle vous êtes, ça vous plaît, vous voulez rester. Ceux-là, ils se plaignent H24. C'est eux qui sont dans l'entreprise depuis plus de 10 ans, je sais pas, mais ils sont tout le temps en train de se plaindre du système. Oui, mais c'était pas comme ça avant. Non, mais ceci, non, mais cela. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Mais franchement, si vraiment vous voulez rester dans cette entreprise-là, fuyez-les. Parce qu'ils ont vraiment le don de vous décourager alors que vous venez juste d'arriver. Moi, un jour, je suis arrivée dans une entreprise et tout, et à le midi, on m'a demandé, mais du coup, ça va, ça te plaît? J'ai dit, bah écoutez, c'était mon troisième jour, je crois. C'est mon troisième jour et j'ai appris de nouvelles choses, ça a l'air intéressant, tout ça. Et il y en a un qui a sorti comme ça, ah mais ça c'est que le début, hein, tu vas voir, franchement, c'est pas mieux ici. Hein. Il commence à me raconter sa life. Franchement, je n'ai aucun scrupule à leur demander, mais pourquoi tu pars pas? Parce que t'es pas heureux. Barre-toi. C'est simple comme bonjour. Moi, je sais que j'arrive, ça me plaît pas, je pars, tu vois. Les réponses que j'ai eues, en tout cas, la plupart du temps, c'était ouais, mais tu sais, ça fait longtemps que je suis là, ou non, mais il me reste pas beaucoup d'années avant de partir à la retraite, ou j'ai les avantages. Mais si tu sais, bon ça je leur ai jamais dit, hein. Ça j'ai gardé ça dans mon cœur parce que j'avais pas envie de me mettre des gens à dos alors que je venais d'arriver. Mais ça te convient. Pourquoi tu te plains? T'as une raison de rester. Et du moment que t'as une raison de rester, arrête d'être toxique pour les autres. Ils sont tout le temps là en train de te décourager. Ouais, mais tu vois, c'est pas bien et tout. En plus, le manager, oh non, franchement, nana, tu sais pas, les RH, ah là, les RH, j'en parle plus. Quand t'as un problème, quand t'as les vacances, quand t'as ceci, quand t'as cela, quand... Mais non, je peux pas partir parce que j'ai cet avantage-là, ouais, les tickets resto, ouais, les chèques vacances, ouais, ceci, ouais, cela et tout. Donc, reste et tais-toi. Arrête de polluer les autres. Non mais en vrai, fuyez ce genre de personnes. En tout cas, si vous voulez être épanoui dans l'entreprise, fuyez-les. Et faites-vous vous-même votre propre idée de l'entreprise. Et si jamais vous voulez être comme ce genre de personnes-là aussi, détester mais rester à cause des avantages, taisez-vous, ne dites pas oui mais c'était mieux avant ou même ce Dieu, non, non, voilà. Il y a beaucoup de facteurs en fonction des projets de chacun qui rentrent quand tu dois choisir un travail. Avant d'exposer mes idées, arguments dans cette partie-là, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller à l'école, ok? Allez jusqu'au bac, à moins qu'à 13 ans, vous savez exactement ce que vous voulez faire. Moi, je vous conseille d'aller jusqu'au bac parce que avec aujourd'hui, si t'as pas le bac, à moins que tu veux devenir artisan, des trucs comme ça. Même ça maintenant, hein, les artisans, je crois que la plupart, ils font des diplômes et je crois que, franchement, je sais pas. Je me renseignerai, peut-être qu'ils passent le bac. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Peut-être qu'ils ont un bac spécifique, quelque chose comme ça. Mais moi, j'encourage tout le monde à aller au moins jusqu'au bac. Et c'est plus pour encourager quelqu'un à savoir pourquoi il fait ces études-là. Déjà, pour ceux qui sont perdus, qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire dans la vie et tout, il y a deux questions essentielles que vous devez vous poser. De 1, qu'est-ce que tu aimes faire? Et de 2, qu'est-ce que tu sais faire? Pourquoi je donne souvent ce conseil-là dans cet ordre-là? C'est parce que quand tu as défini ce que tu aimes, tu te dis, est-ce que je sais le faire? Est-ce que je sais bien le faire? Et à cette étape-là, si la réponse est non, tu as une troisième question qui doit venir, c'est qu'est-ce que je peux faire pour savoir le faire? Donc là interviennent maintenant les formations, les diplômes, les ceci, les cela, etc. Donc vraiment, ces deux questions-là, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire? Et quand tu sais pas faire ce que tu aimes, bah, la troisième question c'est, voilà, comment je fais pour savoir faire ce que j'aime? Ah, est-ce que je vais pas me réorienter pour devenir coach? Je vais noter ça quelque part.
Peut-être un jour. Bon, après, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils aiment faire, mais ils savent très clairement et très nettement ce qu'ils n'aiment pas, voire ce qu'ils détestent. Donc déjà, franchement, vous avez déjà des pistes. Ce que je vous conseille, c'est de faire beaucoup d'enquêtes métiers. Aller dans des entreprises, faire des stages de 1 jour, interroger des gens maintenant sur LinkedIn. Vous cherchez le métier que vous voulez faire. Par exemple, vous voulez être, je sais pas, ingénieur en informatique. Vous cherchez ingénieur en informatique sur LinkedIn, vous allez trouver des personnes qui sont ingénieurs en informatique. C'est des personnes qui sont très accessibles en fait. Vous leur envoyez un message, vous leur dites voilà, vous vous présentez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ingénieur en informatique. Est-ce que je peux échanger avec vous pour que vous puissiez me parler de votre métier, des études que vous avez faites, des trucs comme ça, tu vois, des trucs bateaux. Ça vous prend 5 minutes, mais au moins vous êtes fixé sur le métier, sur ce que vous voulez faire. Et après, si ça vous intéresse plus, faites des stages, vraiment des stages de 1 jour, 2 jours, bon, enfin 1 jour, je sais pas si tu vois beaucoup de choses, mais au moins une semaine déjà c'est pas mal, tu vois. Des stages de 1 semaine pendant vos vacances scolaires. La plupart des parents ont peur pour leurs enfants aussi, qui veulent se lancer dans un métier qui n'embauche pas. Ils vont se dire, voilà, enfin qui n'embauche pas, qui a peu de débouchés et tout. Ils vont se dire, voilà, il va sortir, personne ne va vouloir en embaucher. Dites-lui, c'est pas grave, personne ne va m'embaucher. Je crée mon entreprise. Donc n'ayez vraiment pas peur de l'entrepreneuriat. Moi, j'encourage vraiment les gens qui sont sûrs, vraiment qui sont sûrs de ce qu'ils veulent faire, parce que n'allez pas entreprendre dans tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, quelqu'un se lève, il vend... j'en sais rien, moi, quelqu'un se lève, il vend une aiguille. Toi, t'as vu que son aiguille, il la vend 50 euros. Du coup, toi, tu te dis, ah, mais je vais vendre mon aiguille à 50 euros. Donc, tout le monde vient vendre l'aiguille à 50 euros. Et le marché, il est bouché. Tu commences ton truc, ça te plaît pas et tout. T'as fait ça parce que tu as vu que ça se vendait vite et tout. Et au final, t'as pas de plaisir à communiquer sur ça, sur ta marque. Et après, maintenant, t'es coincé, tu vois. T'es vraiment coincé. T'es genre, mais ma marque, elle avance pas. Et au bout de 1 an, 2 ans, ça te lasse, tu abandonnes, tu vois. Donc si vous voulez vous lancer dans l'entreprise, ayez un vrai plan. Croyez en votre projet en fait. Croyez en votre produit. Croyez en votre service. Et accrochez-vous. Vraiment accrochez-vous parce que vous savez, c'est pour ça que tu te lances dans l'entreprise, tu te lances parce que tu sais que c'est ce que tu veux, c'est ce que, quel que soit, soyez prêt à prendre des coups durs aussi. Dans l'entrepreneuriat, c'est ça. Après, tu sais que quand ton entreprise est prospère, t'es bien aussi, tu vois. Donc, regardez l'objectif et ne regardez pas forcément la difficulté. N'ayez pas peur d'échouer, d'essayer. Quand tu as échoué une fois et que tu réessaies une deuxième fois, tu ne repars pas de zéro. Tu as de l'expérience, tu as appris quelque chose, tu as appris de tes erreurs, donc tu repars mieux préparé en fait. Donc n'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de réessayer. Si vous y croyez, foncez. Et si jamais vous partez en entreprise, que vous avez des collègues qui critiquent là, ne vous mêlez pas des drames. Ne vous asseyez jamais sur le banc des accusateurs, jamais, parce que vous savez pas quand est-ce que ça va vous retomber dessus, vous savez pas ce que les autres pensent en fait. Si on commence à critiquer, ne vous mêlez pas de ce genre de choses, parce que ça peut vraiment vous retomber dessus. Pour les personnes qui pensent que les entreprises ont absolument besoin d'eux, que voilà, si l'entreprise, genre, si eux, ils partent de l'entreprise va pas s'en sortir, tout ça là. Sachez que le cimetière est rempli de personnes irremplaçables. Vous n'êtes pas du tout irremplaçable. Donc aujourd'hui, l'entreprise a besoin de toi. Elle te garde, elle te donne ce que tu veux. Mais demain, elle n'aura plus besoin de toi là. Elle va te jeter comme du n'importe quoi. Mettez-vous bien ça dans la tête. Ça, c'est un truc que j'ai appris. Vraiment, j'ai appris avec l'expérience que les entreprises ont un besoin. Mais elles n'ont pas besoin de toi. Elles ont juste un besoin. N'importe qui peut combler ce besoin-là en fait. Toi, tu es juste un pion qu'elles ont placé là provisoirement. Mais le jour, elles n'ont plus besoin de toi là. Même à la veille de ta retraite, elles peuvent te dire au revoir, tu vois. Donc, un CDI, ça veut rien dire. C'est pas la sécurité de l'emploi en fait. Donc, quand vous rentrez dans une entreprise, ayez des projets. Et battez-vous pour ces projets-là. Si tu rentres dans cette entreprise-là parce que tu veux avoir des promotions jusqu'à devenir même le patron de l'entreprise, le CEO, bah taffe comme un malade pour devenir un jour le CEO. Mais pas au détriment de votre santé. Pas au détriment. Et quand je dis santé, je parle de santé physique et santé mentale. Faites attention à vous, genre bossez pour vos projets.
mais vous devez être votre priorité, car je le répète, les entreprises ont un besoin, elles n'ont pas besoin de vous. Si demain vous n'êtes plus opérationnel parce que vous faites un burn-out ou je sais pas quoi, vous allez dégager, elles vont prendre quelqu'un d'autre. Si tu rentres pour pouvoir avoir beaucoup d'argent et tout, pour pouvoir acheter ou pour pouvoir lancer ta propre entreprise, pense à ton objectif et va pour ça, mais ta priorité, ça doit être ta santé. Ça, je ne le répéterai jamais assez en fait. Ne commencez pas à travailler en ayant en tête que voilà, c'est bon, vous avez signé un CDI, donc vous êtes là, c'est bon, enfin, vous avez fini votre vie là en fait. Peut-être que vous voulez, mais l'entreprise, peut-être qu'elle ne le veut pas. Donc, rentrez dans une entreprise avec des projets. Et dans les deux cas, vous devez d'abord charbonner pour vous et faire attention à vous. Il s'agit de votre bonheur, il s'agit de votre vie et on n'en a qu'une seule. Sur ces belles paroles, purée, mais en vrai, les gars, moi, je dis, tous ceux qui vont voir cette vidéo-là, je vous annonce officiellement que je vais lancer ma carrière de... Bon, plus sérieusement, je crois que je vais lancer ma carrière de coach. Et vous êtes mes premiers clients. Donc, tous ceux qui vont voir la vidéo, je vais noter vos noms. Je vais venir vous chercher, vous allez me payer. Non, c'est bon, j'arrête. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter. Si vous avez eu d'autres expériences en entreprise que vous voulez nous faire partager, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Après, moi je vous ai bien dit au début de la vidéo, tout ce que je dis là, c'est mon expérience et l'expérience de certains amis à qui aussi j'ai parlé et j'ai vu qu'on avait à peu près les mêmes expériences. Donc, je vous ai évoqué en fait les points de ressemblance de nos différentes expériences. Chacun s'est fait sa petite expérience en plus. Donc vous aussi vous ferez vos petites expériences en plus, mais sachez que le plus important dans la vie c'est votre santé physique mais aussi mentale. Sur ces belles paroles, je vous souhaite de prendre soin de vous et de votre famille. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!